Alors bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street, le dernier de la semaine. Nous sommes le 29 novembre, dernière séance de la semaine en salle de marché Daily FX, clôture hebdomadaire ce soir, clôture hebdomadaire qui rejoint d'ailleurs la clôture mensuelle. Donc la journée est calme, d'ailleurs c'est calme sur les marchés depuis jeudi, en fait depuis mercredi soir, hein. Depuis ces séances tronquées aux États-Unis avec le jour férié de Thanksgiving et le pont de Thanksgiving. Donc voilà, on a le temps de faire le point sur les graphiques de long terme. Donc d'ailleurs c'est ce que vous avez sous les yeux, donc bienvenue à tous. On va faire le point sur la semaine et surtout sur ce qui nous attend d'ici la fin de l'année, puisque à partir de lundi, lundi 2 décembre, c'est la première séance de trading du mois de décembre. Et c'est tout simplement d'ailleurs la semaine la plus importante sur le plan macroéconomique qui nous attend la semaine prochaine. C'est celle qui rassemble le plus de catalyseurs de marché. Donc on va faire le point sur ces choses-là. On va faire le point aussi sur les statistiques canadiennes qui viennent de tomber, celles qui ont été publiées à 14h30. Les chiffres de la croissance économique au Canada pour le troisième trimestre, donc les mois de juillet, août et septembre 2013, en comparaison avec les chiffres de la période équivalente en 2012, des chiffres de croissance d'ailleurs qui ont été supérieurs aux attentes au Canada. Donc on verra, ça redonne un regain de force au dollar canadien. C'est pas encore acquis, mais voilà, on verra qu'en données hebdomadaires, on a des paires en dollars canadiens qui clôturent toutes sous résistance, USD CAD, Euro CAD, NZD CAD, on va aussi en reparler, et vous connaissez notre suivi dessus. Bref, on va faire un peu le panorama sur tous ces éléments-là. Et puis faire le bilan du mois de novembre selon trois lectures, tendance, momentum et bulle spéculative. Y a-t-il une bulle spéculative? Y a-t-il eu un phénomène d'accélération excessive et verticale des marchés actions au mois de novembre? On verra que non. Mais voilà, on va essayer d'aborder tous ces aspects-là. Et enfin le NZD-CAD. Le NZD-CAD, où va le NZD-CAD? C'est la grande question que je pose à Romain Cap et le dollar index, oui, et le dollar index, puisque Romain vous a proposé sa première analyse en tant que nouveau contractuel d'LIFX sur le dollar américain, avec donc une lecture théorique en tête-épaule inversée, avec bien sûr comme condition de franchir la tête-épaule. Vous le savez, au fond, qu'il y ait tête-épaule inversée ou pas, on s'en fiche. La seule chose qui compte, c'est la résistance à 10 650 points sur le FXM dollar index. Donc, bienvenue à tous pour ce point de marché Wall Street. On va aborder tous les points que je viens d'évoquer, essayer de préparer et puis de bien noter dans un coin de notre tête ou sur un bout de papier les dates importantes du mois de décembre. Et après, je me laisserai guider par vos commentaires pour ce point de marché. Alors c'est parti, on commence déjà par les catalyseurs, puisque de toute façon tout est tombé, donc je pense que là lors des prochaines heures de trading, la séance va être calme. Alors sur DailyFX, alors déjà je jette un oeil quand même à la file commentaire parce que j'ai pas envie de parler dans le vide. NZD-CAD nous dit Virox NZD-CAD. Alors si le PIB canadien est bon, pourquoi le NZD-CAD monte? Alors on va revenir en détail dessus, on va revenir d'ailleurs sur ces chiffres canadiens. Vous inquiétez pas, on va en parler. Alors sur DailyFX, tout d'abord en home, pour ceux qui, en page d'accueil du site, pour ceux qui n'y ont pas assisté ce matin, le morning meeting de 11h du 29 novembre, le seul, l'unique, le véritable, le point de marché de 11h, donc a lieu tous les jours du lundi au vendredi à 11h sur DailyFX. Ici vous avez de quoi le regarder. Et on va commencer par la devise la plus importante sur le marché des changes, et c'est le cas, ça va peut-être changer lors des prochaines décennies, mais c'est toujours le dollar américain qui mène la danse, et donc cette lecture théorique en tête-épaule inversée. Alors ici vous avez le graphique que vous a proposé Romain, c'est le FXM dollar index, vous connaissez, c'est le dollar américain face à un panier de devises, donc 25% pour la livre sterling, pour le dollar australien, l'euro et le yen japonais. Mais dites-vous bien qu'on a à peu près un graphique comparable sur le dollar index classique qui accorde une pondération assez largement dominante à l'euro. Alors cette figure théoriquement elle est parfaitement valable, c'est une tête-épaule inversée complexe à plusieurs aspects, puisque d'une part vous avez deux épaules qui sont complexes, qui sont elles-mêmes composées de deux creux, et puis vous avez surtout une ligne de cou qui prend la forme ici d'une oblique ascendante. Alors cette structure existe, vous la trouverez dans tous vos livres d'analyse chartiste. Au fond, que cette figure existe ou pas, elle met l'accent sur le fait que les 10 650 points sont bien plus qu'une résistance horizontale. C'est une résistance importante, c'est le point de décrochage d'ailleurs du printemps dernier ici
de l'été dernier pardon sur le dollar américain, mais c'est surtout donc un niveau horizontal et enfin donc la ligne de coup de cette structure d'inversion de tendance sur le dollar américain. Concrètement, ce graphique vous confirme que les 10 650 points sont la clé, le pivot de l'évolution des cours à moyen terme du dollar américain et la réponse à la question qu'on peut se poser légitimement depuis le rebond du dollar US le 20 octobre dernier, peut-il aller plus haut? Eh bien, l'analyse technique vous apporte cette réponse-là. Au-dessus de 10 650, oui. En dessous de 10 650 points, non. Donc ça, bien sûr, à garder dans un coin de votre tête. Si vous avez sur votre plateforme MarketScope la représentation graphique du FXM dollar index, et j'imagine que oui, puisque c'est la base lorsqu'on fait du trading sur le Forex, de savoir où en est le dollar américain, eh bien, concrètement, ne laissez plus qu'un niveau, les 10 650 points. Le jour où ce marché sera capable de faire une clôture hebdomadaire au-dessus des 10 650 points, on pourra envisager davantage de hausse pour le dollar américain, donc de la baisse pour les paires en dollars, Eurodoll, GBP USD, AUD USD, et potentiellement aussi sur l'USD Yen, qui rejoint d'ailleurs ses sommets du printemps dernier, eh bien un début de phase de prise de profit, à moins que la chute du Yen prenne le dessus sur davantage de hausse pour le dollar US. Donc ça, on en fera le panorama. En tout cas, surveillez donc cette résistance des 10 650 points sur le dollar index. Donc je vous donne le lien vers cette analyse. Alors maintenant, on a vu d'un point de vue technique ce qui donnerait la réponse, qui a le niveau technique qui permettrait d'anticiper davantage de hausse sur le dollar américain. Maintenant, qu'est-ce qui derrière, d'un point de vue fondamental, pourrait expliquer ou en tout cas accompagner davantage de hausse du dollar américain. Alors c'est ce que moi j'ai essayé de faire ce matin à travers cette étude, donc je vous en donne aussi le lien. L'idée voilà, c'est de revenir un peu sur d'une part les déterminants des tendances sur les marchés financiers. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là-dessus. Je vous laisse en prendre connaissance, mais vous l'avez bien compris, à la base de tout, le cycle des taux d'intérêt à court terme, à long terme, et ici plus spécifiquement à court terme. Et puis la conclusion en fait de cette analyse, c'est de revenir sur les grands déterminants macroéconomiques du mois de décembre. Ne croyez pas que l'année est terminée. Le mois de décembre est un mois riche sur le plan macroéconomique, sur le plan de la politique monétaire. Il y a beaucoup de chiffres macroéconomiques. Alors là, j'ai pas résumé tous les chiffres importants qui vont être publiés aux États-Unis au sein de la zone euro au mois de décembre, mais tout simplement les plus importants, ceux qui sont capables de créer de la tendance. Les autres peuvent créer du bruit sur le marché en intraday, je sais pas, les ventes au détail, tout un tas de chiffres comme ça qui concernent la conjoncture économique, mais finalement, individuellement pris, aucun de ces chiffres ne peut créer une tendance de long terme. Par contre, les chiffres ici, les statistiques économiques qui sont rassemblées dans cette analyse, eux, ont le pouvoir de créer des tendances de moyen terme. Et justement, c'était l'objet de cette analyse, expliquer pourquoi certains chiffres économiques sont générateurs de tendances de long terme. Pourquoi certains chiffres, plus que d'autres, ont ce pouvoir intrinsèque d'aller créer derrière des mouvements directionnels bien établis. Alors je vous laisse prendre connaissance de ce raisonnement, vous allez voir, c'est assez A égale A entraîne B, B entraîne C, etc. C'est assez logique. Revenons sur les chiffres qui nous attendent. Alors pourquoi la semaine prochaine est une semaine importante sur les marchés financiers? Tout simplement parce que entre mercredi et vendredi prochain, nous aurons les ultimes catalyseurs susceptibles d'influencer la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed. C'est le 18 décembre prochain. C'est non pas le dernier FOMC sous le mandat de Ben Bernanke, c'est l'avant-dernier. Alors pourquoi c'est l'avant-dernier? On va commencer par ça. Le 18 décembre prochain, compte rendu de 48 heures de réunion du comité exécutif de la Réserve fédérale des États-Unis. Rappelez-vous qu'il rassemble 12 gouverneurs de banques centrales régionales aux États-Unis. Je vous ai déjà montré ce graphique, ce tableau qui rassemble justement les 12 personnes qui décident de la politique monétaire de la Fed et qui ont tous d'ailleurs des orientations un peu différentes. Bref, les 17 et 18 décembre prochains a lieu une réunion et le 18, donc ce fameux compte-rendu. Donc ça c'est le mercredi 18 décembre. Dernière réunion du FOMC de l'année. Par contre, ce ne sera pas la dernière réunion sous le mandat de Ben Bernanke, puisque le 29 janvier 2014, c'est le FOMC de la passation. Passation donc entre Ben Bernanke et Janet Yellen, qui elle prend ses fonctions le 1er février 2014. Donc le 18 décembre,
c'est voilà, le dernier grand rendez-vous monétaire aux États-Unis. Ensuite, le 17 décembre, on commence à l'envers, mais c'est pas grave. Le 17 décembre, la journée de l'inflation, la journée de l'évolution des prix au mois de novembre. Alors là, vous pouvez me demander, mais pourquoi vous parlez de l'inflation au mois de novembre au sein de la zone euro, alors que ce matin à 11 heures, on a eu l'inflation au mois de novembre au sein de la zone euro? Tout simplement parce que l'agence Eurostat, qui dépend directement de la Commission européenne, vous propose deux lectures de l'évolution des prix au sein de la zone euro. L'estimation dite rapide, c'est celle qui a été publiée ce matin, 29 novembre. Elle a chaque jour, la Commission européenne, à travers l'agence Eurostat, rassemble des informations sur l'évolution des prix. Mais il faut un certain temps en fait pour que ça remonte. Elle capture de l'information à travers la zone euro, puis ça remonte, ça passe dans un outil informatique et ça produit un résultat. Sauf que là, concrètement, considérez qu'aujourd'hui, elle vous a donné un peu le reflet de l'évolution des prix sur les 3 premières semaines du mois de novembre. Clairement, cette semaine, elle n'a pas encore compilé toutes les informations qui sont remontées à l'agence centrale. Donc voilà, on a sur 3 semaines, eh bien, a priori, un taux d'inflation qui est ressorti à 0,9% sur le mois de novembre au sein de la zone euro. Mais 0,9% par rapport à quoi? Bien par rapport au mois de novembre 2012. Donc c'est un taux d'inflation annuel. Et c'est par contre le 17 décembre prochain que vous aurez le taux d'inflation définitif pour la zone euro au titre du mois de novembre. Donc là on a eu 0,9%. Alors je vous ai fait ici sur ce graphique un récapitulatif du rythme de l'évolution des prix au sein de la zone euro. Alors vous le savez, j'ai titré zone euro taux d'inflation, l'obsession de la BCE, tout simplement parce que s'il y a un agrégat économique que la Banque Centrale Européenne surveille pour déterminer son cycle des taux d'intérêt à court terme, c'est le rythme des prix au sein de la zone euro. Et alors, on pourra tout dire sur la zone euro. On sait que les taux sont à zéro maintenant depuis 2 ans. Alors, on parle depuis 2 trimestres du retour de la croissance économique. Est-ce que cette politique monétaire accommodante mais classique, c'est ce qui différencie d'ailleurs la BCE de la Fed, elle est accommodante mais classique, a produit l'effet escompté, à savoir la relance de la croissance, la hausse des prix, sous contrôle, mais la hausse des prix. Alors certes, la hausse des prix, elle est sous contrôle. Par contre, est-ce qu'on a un rythme de l'inflation qui montre que derrière, eh bien, il y a une consommation importante au sein de la zone euro? Clairement non. Et donc c'est ce qui a amené la Banque Centrale Européenne à baisser ses taux le jeudi 7 novembre dernier. Et puis ce matin, nous avons donc eu pour le mois de novembre 0,9%. Alors en fait ça permet de comprendre comment situer les 0,9. Au mois d'octobre, taux d'inflation définitif au sein de la zone euro 0,8. Là c'est ce qui a un peu tiré la sonnette d'alarme, et ce qui a amené la BCE à baisser ses taux le 7 novembre. Là on a 0,9, alors c'est supérieur à la lecture du mois d'octobre, mais on reste quand même dans un mouvement baissier, un mouvement de désinflation. Un taux de croissance qui ralentit, un taux de croissance des prix qui ralentit, c'est de la désinflation. C'est de l'inflation mais qui ralentit. Donc 0,9 sur, on va dire, les 3 premières semaines du mois de novembre, avec donc le 17 décembre prochain, le taux d'inflation définitif pour le mois de novembre. Donc, si vous avez suivi le raisonnement, vous avez déjà retenu 2 dates. Mercredi 18 décembre, avant-dernière réunion du FOMC sous le mandat de Ben Bernanke. Mardi 17 décembre, taux d'inflation définitif au sein de la zone euro pour le mois de novembre. Et puis c'est aussi ce jour-là que le taux d'inflation pour le mois de novembre aux États-Unis sera publié. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis en avant? Tout simplement parce que ce n'est pas l'agrégat économique dominant que surveille la Fed. Par contre, les 6, 5 et 4 novembre, décembre, sont publiés des chiffres susceptibles d'influencer considérablement ce que décidera la Fed le 18 décembre prochain. Alors pourquoi 4 et 5 et 6 décembre? Première chose, les séances des 4 et 5 et 6 décembre sont sur la même semaine, et c'est la semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi prochain. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est la semaine la plus importante. Bien sûr, le mercredi 18, c'est la séance probablement la plus importante du mois de décembre. Mercredi 18 décembre, mais je pense qu'on pourra déjà anticiper beaucoup ce qui se passera le 18 décembre lorsque nous serons vendredi prochain. Pourquoi? Parce que on commence donc mercredi prochain. Mercredi 4 décembre, qu'est-ce que nous avons? Les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et vendredi 6 décembre, on a aussi les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Alors c'est quoi la différence? Mercredi 4, ce sont les chiffres de l'emploi aux États-Unis dans le secteur privé. Et ce ne sont pas les chiffres officiels, ce sont les chiffres de la société privée ADP. C'est une société privée dont les membres sont les entreprises privées américaines.
Elles sont d'ailleurs pas toutes membres de l'ADP, alors c'est pour ça que ça couvre pas tout, que ce ne sont pas les chiffres officiels, mais bref, on considère assez souvent que les chiffres publiés par l'ADP, donc les créations d'emplois au sein du secteur privé, sont précurseurs des créations d'emplois officielles par l'économie américaine, secteur privé et secteur public confondus. Sauf que voilà, toutes les entreprises américaines du secteur privé ne sont pas membres de l'ADP, et parfois on a pu avoir des surprises, des ruptures entre les chiffres proposés par l'ADP, donc ça c'est mercredi prochain à 14h30, c'est pour ça qu'à 14h15, on se retrouvera en salle de trading. Et enfin, vendredi 6 à 14h15, 14h30, pardon, les chiffres officiels des créations d'emplois pour le mois de novembre et surtout le taux de chômage officiel. Alors justement, dans ce papier-là, je vous ai pu proposer le graphique à un moment ou à un autre, il faut faire un choix. Hein. Si on vous pose la question, quel est le graphique, la série statistique représentée ici par un graphique que vous allez choisir pour essayer d'anticiper ce que va décider la Réserve fédérale des États-Unis, moi je vous ai proposé celui-ci, donc l'évolution du chômage aux États-Unis, taux de chômage, l'obsession de la Fed, en tout cas ça fait partie des objectifs macroéconomiques qu'elle surveille en priorité. Donc une baisse du taux de chômage régulière depuis l'année 2010 aux États-Unis. Le taux de chômage a fait un point haut en 2010 aux États-Unis à 10% de la population active. Depuis, la croissance est revenue, et c'est ce qu'on observe à chaque trimestre, un taux de croissance positif aux États-Unis, et le taux de chômage a commencé à reculer. Alors le taux de chômage a commencé à reculer de manière très progressive. Je vous rappelle qu'en 2007, au summum du cycle d'expansion économique qui a commencé en 2002, le taux de chômage était tombé aux alentours de 3-4% de la population active aux États-Unis. Et là, il est revenu donc à 7,3%. Ça, c'est pour le taux de chômage aux États-Unis au mois de octobre dernier. Donc voilà, et bien ça c'est vendredi prochain. Donc là on a fait le panorama d'un certain nombre de dates importantes. Mercredi 18, vous l'avez compris, la dernière séance la plus importante de l'année, on va dire, mercredi 18 décembre. Mardi 17, l'inflation au sein de la zone euro pour le mois de novembre. Vendredi 6, les créations d'emplois et le taux de chômage officiel aux États-Unis, que nous allons essayer d'anticiper ensemble dès mercredi 4 décembre, lorsque nous aurons pris connaissance des chiffres de la société privée ADP, FXM par exemple, qui est une entreprise américaine et membre de l'ADP. Donc le marché, l'évolution de l'emploi au sein de la société FXM est répertoriée par exemple par la société privée ADP. Vous comprenez pourquoi on peut considérer que les chiffres de l'ADP sont précurseurs des chiffres officiels calculés par la BLS, le département du travail, le ministère du travail concrètement des États-Unis d'Amérique. 4 décembre, 6 décembre, 17 et 18. Et le 5 décembre alors dans tout ça. Jeudi 5 décembre, tout simplement décision de taux de la Banque Centrale Européenne. Alors bon là il n'y aura pas de révolution. Il n'y aura pas de nouvelle baisse de taux de la Banque Centrale Européenne, clairement pas, c'est 0,25. Ça va rester 0,25 cette année. C'est aussi jeudi prochain que nous aurons le taux de croissance du produit intérieur brut PIB des États-Unis au titre du troisième trimestre. Soyons précis, qu'est-ce que le troisième trimestre? Ce sont les mois de juillet, août et septembre 2013. Un taux de croissance que vous rapportez au mois équivalent, juillet, août et septembre 2012. Alors, là aussi, vous pouvez me dire, mais monsieur Yann, le PIB des États-Unis au titre du troisième trimestre, on l'a déjà vu il y a 2 semaines. Alors, pourquoi est-ce qu'il est à nouveau publié jeudi 5 décembre prochain, au même moment d'ailleurs où Mario Draghi prendra la parole à 14h30? Et bien c'est toujours le même principe avec les séries de statistiques économiques, il y a plusieurs estimations. Il y a une estimation initiale, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout de la période, mais on fait déjà une anticipation, on projette. Après il y a la deuxième estimation, où là on a davantage de données de l'économie réelle qui nous sont remontées. Il faut toujours du temps pour que les données de l'économie réelle remontent dans les bases de données des institutions publiques qui elles vont tout compiler pour vous produire ces chiffres-là. Donc jeudi prochain c'est la deuxième lecture, et il y en a encore une troisième qui elle sera la définitive, la finale, qui sera publiée quelques semaines après. Donc voilà, jeudi prochain, deuxième estimation de l'évolution du produit intérieur brut des États-Unis d'Amérique pour le troisième trimestre. Alors voilà, dans ce papier-là, dont je viens de vous donner le lien, vous avez les dates importantes à surveiller le mois de décembre. Vous comprenez donc que s'il y a bien une semaine où vous ne devez pas partir en vacances, c'est la semaine prochaine, mercredi 4 décembre, jeudi 5 décembre et vendredi 6 décembre, ainsi que la semaine du 17 décembre, et après vous pourrez souffler. Et puis donc tout un raisonnement ici, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Donc ça c'est pour la partie des catalyseurs. On a parlé du dollar américain, vous avez tous noté le niveau des 10 650.
avec cette potentielle tête-épaule inversée. Ici, je vous donne aussi, parce que je viens de le découvrir en même temps que vous, une alerte d'Adrian sur les métaux précieux. Alors vous le savez, hein, notamment l'once d'or qui a touché pile poil le point bas en clôture qui avait été marqué par ce marché en juin dernier. Le point bas en clôture hebdomadaire de l'once d'or inscrit à 1225 $, ça c'était en juin dernier. Et on a un point bas hebdomadaire là qui a l'air de relancer la hausse. Donc voilà, ici vous avez une alerte, c'est tout chaud, d'Adrian sur les métaux précieux, sur eh bien, potentiellement, donc, comme il le dit lui-même, début d'un retournement sur les métaux précieux. Je vous laisse prendre connaissance donc de son analyse. Le Père Noël fera-t-il monter le dollar au ciel? Nous en avons parlé. Et maintenant, indice action, tendance, momentum et bulle, état des lieux. Alors, tendance, momentum, déjà ces deux premières choses, clairement lorsque vous faites de l'analyse technique, vous devez toujours avoir ces deux approches. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez un peu suivi les analyses techniques des analystes divers et variés, il y a eu beaucoup d'opposition ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que voilà, il y a toujours deux approches différentes. Ceux qui vont surpondérer le rôle de la tendance, ceux qui vont surpondérer le rôle du momentum, ou ceux qui vont décider de ne regarder que la tendance, de ne pas regarder le momentum, ou d'autres qui vont regarder que le momentum et pas la tendance, d'où parfois des opinions contraires. Mais au fond, il faut tenir compte des deux. Alors, moi, dans cette analyse-là, je suis arrivé ce matin, j'avais encore l'esprit, on va dire, à peu près clair. Alors attendez, hop, on y retourne. Et j'ai essayé de faire justement la part des choses sur justement ces deux aspects. Parce que l'analyse technique, c'est deux choses. Alors moi, il y a une définition que j'aime bien, hein, c'est celle de Martin Pring dans l'analyse technique expliquée. L'analyse technique, c'est avant tout un travail d'identification de la tendance et de suivi de la tendance. Ça, c'est la première définition. Et la deuxième définition de l'analyse technique, c'est être capable d'identifier à un stade précoce le changement d'une tendance. C'est vraiment ces deux choses-là, le suivi de tendance et les signaux d'alerte, et que je mettrai exactement sur un même pied d'égalité. Donc, pour ma part, on constate par exemple une tendance haussière sur un actif, ça ne me choque pas d'avoir à ce moment-là un discours qui dit la tendance est haussière, clairement, mais il y a des signaux d'alerte qui invitent à se méfier de cette tendance haussière. Et c'est exactement la même chose lorsque vous avez un mouvement baissier. La tendance, le momentum. La tendance, la qualité de la tendance. Parce que le momentum, c'est ça. Je reprends à nouveau cette comparaison que j'avais fait avec l'automobile. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans un département, on va dire, montagneux, et votre voiture, vous allez franchir un col. Vous montez le col, donc là, vous avez une côte qui est de plus en plus pentue. L'angle de la côte devient de plus en plus pentu. Puis au fur et à mesure que vous arrivez en haut du col, la pente devient moins pentue, puis la route redevient plate, et à ce moment-là, eh bien, la route commence à descendre. Et finalement, vous voyez toutes les étapes. Vous passez d'une tendance haussière à une tendance baissière, et l'angle de la pente haussière qui devient de plus en plus plat, et ensuite l'angle de la pente baissière qui devient de plus en plus pentu, ça c'est le momentum. C'est donc bien le momentum qui permet de juger de l'état de santé d'une dynamique de marché. La tendance, le momentum. Donc, c'est quoi l'état des lieux? La tendance, elle est haussière sur les marchés actions. Et ça, je me suis référé à la définition qu'aura proposé Charles Daux à la fin du 19e siècle, une succession de creux et de sommets ascendants. Ok, rien à dire. Et le momentum. Alors pour ça, il y a plusieurs indicateurs dits de momentum. Chez nous, on a choisi, chez DailyFX, on a choisi le RSI, parce qu'on juge cet indicateur efficace. Et à ce moment-là, nous sommes le 29 novembre, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce que nous disent les graphiques mensuels? Alors il y avait plusieurs solutions, soit j'allais chercher les graphiques où il y a vraiment des divergences ou des divergences potentielles, et je vous les servais sur un plateau en disant, voilà, il y a des signaux d'alerte, c'est la fin, soit il y a un peu plus d'honnêteté, je vais chercher davantage d'indices, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire, j'en ai pris trois en fait, le Dow, le S&P 500 et le DAX. Alors, en effet, vous prenez le DAX, prenez l'Allemagne, il n'y a pas de divergence. Donc, sur l'indice allemand DAX 30, en données mensuelles, tendance et momentum sont en parfait accord. Aucune contradiction. S'il y a bien un indice sur lequel il faut être en position longue, pas à n'importe quel prix, c'est le DAX. Lui ne donne aucun signal d'alerte. Ok, ça, il n'y a rien à dire. Par contre, le marché directeur, le marché action américain, lui, en donne ce soir, tout de suite maintenant en fait, la clôture mensuelle. Nous avons ici donc des divergences négatives potentielles en données mensuelles sur les indices US.
vous avez ici la courbe en cours de clôture de l'indice Dow Jones en données mensuelles, et ici donc l'indicateur de momentum qui est le RSI. J'aurais pu en prendre d'autres, j'ai pris le RSI. Donc vous avez ce phénomène ici sur l'indice Dow Jones, vous avez encore ici ce phénomène sur l'indice S&P 500. Bien sûr, elles ne sont que potentielles, car il faudrait casser ici le creux de l'indicateur qui a été inscrit ce mois-ci pour l'activer. Alors au final, si on résume, la tendance elle est bullish, les signaux d'alerte sont là, mais ce ne sont des signaux d'alerte qui pour l'instant ne se sont pas traduits par des signaux effectifs ni sur les indicateurs de momentum et ni sur les prix. Mine de rien, l'alerte est là et comme toute alerte, eh bien, il faut agir en conséquence et donc se couvrir. Et comment on se couvre? On prend ses bénéfices ou on prend ses bénéfices sur les indices les plus forts, on les accompagne avec des stops glissants ou on vend les indices les plus faibles. Et ça ne doit pas non plus vous choquer. Dites-vous bien que dans la plupart des sociétés de gestion, dans les hedge funds, les salles de marché, il y a des stratégies, d'ailleurs c'est même la plupart des stratégies dites de long short. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux actifs, ok, qui montent, vous allez acheter le plus fort et vendre le plus faible. Et vous allez gagner sur le différentiel. Voilà, donc ça n'a rien de plus choquant, c'est simplement du long short. Tendance, momentum, premier élément de réponse. N'oubliez jamais d'avoir toujours en tête ces deux aspects-là et de sélectionner les indicateurs qui vont vous permettre d'analyser ces deux parties. Alors pour la tendance, c'est la courbe des prix. Pour le momentum, vous avez chacun votre indicateur de prédilection. Ça peut être le MACD, l'indicateur de stochastique, le RSI. Il y en a plein. Pour ma part, j'ai choisi le RSI. Vous pouvez prendre aussi le rate of change, le ROC. C'est d'ailleurs cet dernier indicateur, à nouveau de momentum. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un dérivé des prix. Vous prenez la courbe des prix, vous lui appliquez une formule mathématique, ça vous donne une dérivée première. Alors, depuis quelques semaines, quelques séances, quelques semaines, on peut lire ça à droite à gauche. Le Nasdaq serait en bulle, le Nasdaq serait en bulle. Mais qu'est-ce que c'est une bulle? Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, il y a plusieurs façons d'être en bulle. Ça peut être d'un point de vue de l'analyste financier. Un marché en bulle, selon l'analyste financier, ça va être par exemple un marché surcoté, survalorisé. Je ne sais pas moi, une action qui se paye 1000 fois ses bénéfices estimés, alors qu'en moyenne dans le secteur, on ne paye que 100 fois les bénéfices estimés. À ce moment-là, ça peut être en bulle. Et encore, il y a certains secteurs, par exemple comme le secteur du luxe, je me rappelle à l'époque de l'action Hermès, qui se payait beaucoup plus que ses pairs, parce que Hermès c'était la pépite, c'est le sac que vous commandez, vous attendez 6 mois avant de le recevoir, c'est le sac qui vaut 15 000 euros, enfin voilà. Là encore, tout est relatif. Donc, sommes-nous dans un marché en bulle? Ici, on fait essentiellement de l'analyse technique. Et qu'est-ce que c'est une bulle d'un point de vue technique? C'est tout simplement une vitesse de progression qui est verticale. Vous êtes à nouveau dans votre voiture, vous êtes en région Rhône-Alpes, vous allez vous monter tranquillement vers votre station de ski privilégiée, et à un moment ou à un autre, ça devient tellement pentu que voilà, la voiture, elle peut plus, à un moment ou à un autre, voilà, elle perd l'adhérence et voilà, vous pouvez plus gravir la côte. Ici, en données mensuelles, l'indice Nasdaq 100 en cours de clôture, deux phases de marché. La bulle Internet, 2000, enfin 98-2001, et la période actuelle, puisqu'on a beaucoup parlé du Nasdaq. Alors, sommes-nous en bulle? Première partie du graphique, donc le Nasdaq en cours de clôture, mensuel. Ok. Alors déjà, du point de vue des prix, ça saute aux yeux, on n'est carrément pas sur la hausse verticale qu'on a pu avoir en 2000. Ok. Et maintenant, que nous dit cet indicateur ROC, le taux de variation glissant. En fait, le rate of change, c'est simplement ça, un taux de variation glissant. D'accord? Entre autres ici sur 14 périodes. Et j'ai été surpris. Et j'ai été complètement surpris. Voilà le taux de variation glissant du Nasdaq depuis 2010. Il est plat. Il est plat dans un rectangle parfait, c'est juste bluffant. Donc, du point de vue des indicateurs de momentum, il n'y a pas de bulle sur le Nasdaq. Donc, au final, conclusion, vous pouvez être acheteur des indices les plus forts, mais avec un stop glissant, parce que tôt ou tard, marché baissier ou pas marché baissier à suivre, il y aura de toute façon des phases de prise de bénéfices. Donc, vous pouvez parfaitement être long DAX. Tous les jours, vous achetez le DAX, vous restez acheteur du DAX et vendre les indices les plus faibles. Et vous serez gagnant. C'est du stock picking, ce sont des stratégies de long short, des stratégies dites de force relative, et finalement, ça fait partie des rares stratégies qui permettent d'être gagnant sur le marché à long terme, car en fait, vous ne jouez pas un actif, mais vous ne jouez que des stratégies dites différentielles.
Alors voilà, je voulais mettre un peu de voix et un peu de commentaires sur ce que j'ai pris le temps de vous écrire ce matin. Alors, on va peut-être passer maintenant sur les actifs, hein, et puis clôturer la semaine. Alors, bon, j'ai décidé de commencer par ma vue hebdomadaire et mensuelle, parce que ce soir c'est la clôture hebdo, la clôture mensuelle. Donc, je pense que pour la plupart, vous prenez des positions en intraday. Je pense que ce week-end, vous allez avoir un peu de temps. Oubliez un peu vos graphiques intraday en dessous de l'horizon temps journalier. Double clôture, ça vaut le coup franchement. C'est peut-être même des horizontants que vous avez jamais ouverts. Eh bien il est temps de les travailler ce soir. On fait ça allez, une fois par mois et après on peut passer sur des graphiques à plus court terme. Alors, l'euro-dollar en données hebdomadaires. Alors, pour ma part, j'estime toujours, pour les mêmes raisons évoquées lors des derniers points de marché, que cette semaine, en fait la dernière semaine d'octobre et la première semaine du mois de novembre, on a vécu une séance de rupture. À l'image d'ailleurs de ce qui s'était produit sur la paire euro-dollar en avril 2011, où nous avions eu une réaction baissière assez marquée sous une oblique de résistance baissière, deux séances de fort repli, un marché qui a rebondi, et puis après une phase un peu délicate, un peu brouillonne, pour finalement avoir un choc à nouveau baissier. Du point de vue des perspectives, des politiques monétaires comparatives, États-Unis, zone euro, je pars du principe que l'euro-dollar a démarré, fin octobre, un marché baissier. D'un côté, les perspectives de réduction de la politique monétaire non conventionnelle de la Fed, à horizon 2015 d'engagement d'un cycle haussier des taux d'intérêt à court terme aux États-Unis, et dites-vous bien que dans le trading de vos actifs financiers au quotidien, la partie courte de la courbe des taux est clairement déterminante. Je vous rappelle que concrètement comment ça marche. Le taux de refinancement d'une banque centrale, c'est le coût de l'argent à la base, en dernier ressort, influençant directement le coût de l'argent entre les banques, les différents taux dits Euribor. Vous avez Léonia au jour le jour, et après vous avez le coût de l'argent par échéance entre banques. On commence à une semaine, l'Euribor à un mois, 2 semaines, 3 semaines, le coût de l'argent à un mois, l'Euribor à un mois, et puis vous avez ensuite un coût pour chaque échéance jusqu'à 12 mois. Ce sont les taux dits Euribor, Léonia, et puis l'Euribor de une semaine à 12 mois. Ça, c'est le coût de l'argent à court terme entre les banques. Et ensuite, ces taux d'intérêt, je parle bien au pluriel, les taux d'intérêt du marché interbancaire, influencent, sont source des taux d'intérêt du marché monétaire. Alors, c'est le marché où, entreprises, particuliers vont pouvoir s'emprunter de l'argent, justement, sur ce marché de l'argent, directement influencé par ce qui se passe sur le marché interbancaire. Car les entreprises peuvent naturellement se prêter entre elles, mais ça c'est complètement résiduel. Les trésoriers d'entreprise n'empruntent que très peu aux autres trésoriers. Par contre, on emprunte directement aux banques de réseau. Et donc voilà, le coût de l'argent des entreprises va dépendre directement du coût de l'argent entre les banques, qui elles-mêmes vont vouloir prendre leur marge sur les entreprises. Et puis derrière, après, vous avez donc les particuliers, où vous allez emprunter de l'argent pareil au réseau des banques commerciales qui vont à chaque fois tenter de prendre aussi leur marge. Et puis vous avez donc le coût de l'argent. Mais raisonnez autrement. Lorsque vous allez vous rendre dans votre banque de réseau, votre conseiller peut vous proposer des placements monétaires. Je ne sais pas moi, des SICAV monétaires, des OPCVM monétaires. La rémunération de ces placements monétaires découle directement, par l'effet que je viens de vous décrire, du coût de refinancement auprès donc de la Banque centrale. Donc concrètement, si on anticipe à horizon 2015-2016 une hausse de la partie courte des taux aux États-Unis, on peut avoir tout simplement des déplacements d'argent, car le marché monétaire c'est du sans risque. Vous faites un placement, on vous dit dans un an ça vous rapporte tant, ou j'en sais rien, dans un mois, il y a plusieurs placements monétaires, allez demander à votre conseiller d'agence. La rémunération elle est garantie. Le marché monétaire c'est du sans risque. Et le métier de gérant, c'est d'arbitrer. Perspective de rentabilité sur un actif plus risqué. Et dès lors que la rentabilité de l'actif dit sans risque, toute la partie monétaire des placements augmente, il y a des déplacements de capitaux. Bref, pour toutes ces raisons, je pense que la paire euro-dollar chutera, a fait ses points hauts ici, donc à l'automne dernier, à 1,38. Et je pense que nous reverrons le niveau des 1,30 courant premier trimestre 2014. Alors par contre, comment ça va se passer d'ici là? Regardez ce qu'on avait eu ici en avril, mai, juillet 2011. On a eu quelque chose de latéral, inclus d'ailleurs dans ces deux fortes séances de baisse. On avait eu une semaine de baisse en avril 2011 et puis première semaine de mai 2011.
Et ensuite, eh bien, on a un marché qui a été latéral et qui est resté compris dans 61% de toute l'amplitude de ces 2 semaines baissières. Donc là, on peut parfaitement avoir eh bien, un marché qui resterait latéral, compris donc sur la paire euro-dollar entre bien les 1,3350 et les 1,3650. Combien de temps ça avait duré à l'époque? Ça avait duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines. On peut parfaitement avoir 13 semaines d'oscillation latérale entre 1,3350 et 1,3650 avant derrière eh bien, d'avoir la reprise que j'anticipe pour ma part du mouvement baissier de la paire euro-dollar. Donc, de manière plus factuelle, tant qu'on reste sous les 1,3640, je cherche des ventes et j'ai toujours ma vente. Alors, on va aller jeter un oeil au WTI, on va repasser sur l'horizon temps journalier puisque j'ai l'impression qu'il se passe des choses sur ce marché de l'énergie. Et ensuite, je vais me laisser guider par vos questions et commentaires. Alors, le WTI, et ben, le WTI, j'ai l'impression que c'est parti. Donc, vous retrouvez ici le WTI en données journalières. On peut enlever cet indicateur. Vous voyez finalement que ce marché a parfaitement tenu le canal aussi en place depuis le printemps 2012. Donc, il joint toutes les mèches de marché depuis juin 2012. Donc là, ça tient plutôt bien. On rebondit. Finalement, en fait, on tient les points bas ici du mois de mai dernier, mais surtout le canal, pile poil sur le canal. Pour l'instant, ça rebondit, donc c'est une bonne chose. Reste toujours pareil à franchir une résistance sur ce WTI, les 95-25 $. Mais donc pour l'instant, ça tient. Le gaz. Alors le gaz, j'ai pris une position vendeuse tout à l'heure. Le spread étant ce qu'il est, pour l'instant, la position est légèrement perdante, mais pour l'instant, je reste assez confiant d'un point de vue technique. C'est tout simplement le scénario d'une vaste tête-épaule. Alors ça aussi c'est complètement utopique, j'en sais absolument rien, mais en tout cas on a une résistance technique et c'est une décision là qui a été prise sur des raisons purement techniques, je l'admets complètement. La hauteur justement de cette potentielle figure, de cette pattern, les 3,95. Nous avons un niveau de chartiste aussi, c'est le point de rejet ici du printemps dernier, et c'est enfin un ratio de retracement 61,8 de toute la baisse qui s'est déployée entre mai 2013 et août 2013. Le point était là, j'ai vendu, stop 3,96 à suivre. Alors les métaux précieux, vous en avez déjà parlé. Et ben écoutez, je vais me laisser guider par vos commentaires. Le Bund, rapidement, pour ma part, on est toujours dans le même type en fait de marché, c'est-à-dire que voilà, on est toujours dans cette espèce de flag. Donc on peut y rester encore assez longtemps, mais voilà, lorsque ce marché franchira les 142, nous aurons de nouveaux plus hauts sur ce contrat obligataire allemand. Donc voilà, pour moi on est toujours là-dedans. Alors ce qui signifie qu'on peut parfaitement revenir chercher les 140-60, niveau qui sera à nouveau, je pense, une opportunité d'achat. Alors, j'ai pas le graphique du Russell, Edouard, mais c'est possible. N'hésitez pas à le poster dans le forum ou là dans la file commentaire, n'hésitez pas. Steph, en effet, oui, j'ai cette lecture sur le gaz. Visiteur, là, en effet, donc on a beau lire les graphes que tu veux, on n'aura jamais le raisonnement de la Fed. Je suis d'accord, visiteur, sur ça. Mais alors, en fait, il y a deux comportements. Soit on part du principe que rien n'est prévisible, et dans ces cas-là, on fait rien. Soit on essaye de prévoir, et à ce moment-là, on est justement là pour en discuter. En fait, visiteur, le principe c'est simple. Si on refuse de raisonner en partant du principe que rien n'est prévisible à 100%, dans ces cas-là, on fait rien. Mais comme rien n'est prévisible à 100% et qu'on est là pour discuter, nous ici, dès lors qu'on a une hypothèse, on l'argumente, et que c'est crédible à, je sais pas, 60-70%, voilà, ça suffit pour raisonner. Tout dépend du taux, du taux de la Fed, tu disais. Voilà, du ratio risque-gain. Alors WTI seconde chance, oui, je pense. Alors le son est saccadé, alors je sais pas vraiment ce qui se passe. Éventuellement, n'hésitez pas, lorsque le son est saccadé, à lancer le navigateur chez vous. Alors GBP NZD.
le fameux GBP NZD. Alors, bah, c'est simple pour le GBP NZD. Alors là, il a l'air de réintégrer, mais je vais vous montrer un autre graphique sur le GBP. Où là, je pense qu'en effet, c'est un marché qui peut consolider. Le GBP, il a bien monté. Voilà, je vais vous le remontrer. Vous l'avez sous les yeux ici. Voilà, donc ce que vous avez en vert, c'est le Pound Index. Donc voilà, concrètement, la livre sterling face à un panier de devises. Et en fait, vous allez voir dans quoi on est. C'est haussier le sterling. Parce que là, en termes de timing, c'est un peu moyen. Voilà, on est tout simplement, vous allez voir, hop. Voilà où on est le sterling. Le haut de canal. Hein, le pound index, haut de canal. Donc en fait, bah moi là, ça me surprendrait pas qu'on ait une livre sterling qui fasse un pullback. Donc, bah oui, qui corrige. Ouais, vous voyez, hein, je pense qu'on a un pound index. Il peut revenir sur ce support ici des 79, sur cet indice. Un haut de canal. Donc, bah, si vous avez des positions boules sur le sterling, c'est là un timing pour en effet prendre des bénéfices, quitte à revenir à l'achat une fois que cet indice de vie sera revenu sur support. Alors, c'est parti, le CAD. Alors, non, ça c'est l'USD CAD. Alors pour les paires en dollars canadiens, bah pour l'instant c'est à peu près le même topo sur toutes, c'est-à-dire qu'elles sont sous résistance, il n'y a pas non plus de rejet. L'USD CAD il est sous ses points hauts du 5 juillet dernier. On a eu des chiffres de croissance économique au Canada qui sont sortis supérieurs aux attentes. Alors par contre, en clôture, sur l'USD CAD, bah, potentiellement on a fait un breakout journalier. Là il faudrait accélérer franchement, mais en fait on est toujours sous les points hauts. On va revenir d'ailleurs en graphique hebdomadaire, vous allez voir toutes les paires en CAD. Je vous montre avant ça un graphique que j'ai posté sur le forum juste avant d'ouvrir. C'est sur le NZD CAD. Voilà, je me suis posé la question de savoir si on n'avait pas déjà donné le signal de vente en fait. Lorsque vous êtes en cours de clôture, vous voyez qu'on a cassé cette oblique. On est revenu faire le pullback et la baisse reprend. Donc en fait, si on a un NZD4 qui revient au contact, on va dire des 0,86, 65, 70, je pense qu'à ce moment-là, on pourra initier une vente. Alors moi, je pense qu'on a toujours un marché qui, à terme, reviendra chercher les 0,85. Et je pense même à court terme. Alors, pour toutes les paires en CAD, on va passer sur l'horizon de temps hebdomadaire. Vous allez voir comment elle clôture. Donc l'Eurocad, pour ma part, j'ai repris une vente et je suis confiant. Voilà, sous résistance majeure, sous les sommets de 2010, de 2011, de 2012. Là, on vient de faire 3 semaines de rebond technique pour petit à petit et péniblement se rehisser aux sommets qui ont été atteints en octobre dernier. Sous un 44,50, je vends, je me pose pas de questions. Stop 1,44,55, peu importe. Première target 1,40. En fait, les cibles NZD CAD 0,85. Là, je pense qu'on ira chercher ce niveau assez rapidement. Eurocad sous 1,44,50, sous 1,44,40, je vends. Objectif 1,40. USD CAD, sous la 1,06, c'est pareil. Donc pour ma part, le dollar canadien va reprendre du poil de la bête. Et l'USD CAD en hebdo, c'est la même chose. Troisième test des 1,0610. Voilà, je pense qu'on peut avoir une semaine de prise de profit derrière. Oui, oui, Damien, pour le WTI, là, je pense que là, on rebondit sur le bas de canal qui lie toutes les mèches de marché depuis le printemps dernier, donc ça me paraît pas mal. Alors, cet auditeur a payé, ce trader a payé le WT à 92. Alors, oui, visiteur, oh, je suis OK pour USDCAD et Eurocad.
Bah parce que Mika, alors pourquoi il n'arrêterait pas le QI? Si vous voulez, comme le raisonnement, c'est que là, ils procèdent par tâtonnement. Ils savent tellement pas quel effet ça va produire sur le marché qu'ils sont incapables de l'arrêter directement. Donc on va l'arrêter petit à petit. C'est une nouveauté, on l'a jamais fait ça. Euh, Derrière, en relancer un autre, faut d'abord avoir arrêté le premier, quoi. Et puis il faudrait que ce soit nécessaire. C'est quelque chose qu'on peut envisager si par exemple on réalise que l'arrêt progressif de la phase actuelle produit des effets négatifs sur l'économie. Pour moi, pour le GBP, là, ça me paraît un peu tôt. Quand je vois le positionnement du pound index, ça a bien performé. Ah, je pense qu'on peut avoir une semaine, 2 semaines de pullback. Ah, j'irai pas me précipiter dessus en fait. Prenez typiquement le GBP AUD par exemple. Le GBP AUD, moi je l'achète pas avant 1,74. S'il fait un pullback, c'est 1,74. Je rentre pas avant. Donc potentiellement 500 pips à perdre pour bien se positionner. Donc pour moi, les paires en GBP, elles sont sous résistance. Le GBP a probablement fait un point haut de moyen terme cette semaine. Pas de long terme, hein, il ira peut-être plus haut en 2014. Mais voilà, là on a fait des beaux objectifs, ça a bien performé. On a fait 6 semaines consécutives de hausse sur GBP AUD, GBP NZD, GBP USD c'est pareil. Prenez vos bénéfices et attendez les supports. Et ils sont plus bas. D'ailleurs, l'euro GBP a aussi bien tenu son support. Bon, lui, il glisse, de toute façon, il n'y a rien à faire dessus. Ouais, même GBP Yen, c'est haut de canal, etc. Non, vous allez voir, la semaine prochaine, elles vont corriger toutes ces paires. Elle va faire des pullbacks. Il y a même 400 pips potentiel sur GBP CAD en recul. Non, visiteur, ça dépend. Parfois, DAX et Bund peuvent avancer ensemble. Là d'ailleurs, ils avancent ensemble parce que c'est aussi un thème qui est joué. C'est l'Allemagne, les actions allemandes surperforment. On paye aussi les taux allemands baissent. Ça soutient le prix de l'obligation. Ok, Cindyban, merci pour la résistance mensuelle sur GBP-NZD. Oui, visiteur, je suis ok pour le CAD. Oui, Mustapha, je pense que le GBP-USD va aller chercher des supports avant d'éventuellement aller plus haut. Mais pas tout de suite. Alors, le GBP CHF. Ça, c'est une bonne question, ça. Euh... pas grand chose à dire là-dessus, hein. Bon, franchement, c'est complètement plat, c'est sous résistance. C'est à l'image du franc suisse, de toute façon, le franc suisse, il est complètement plat, là. Vous allez voir. Mitch, je préfère Eurocad, si je devais faire un choix. Je vais vous montrer le CHF, le franc suisse. Voilà, c'est la courbe verte que vous avez sous les yeux. Ici, c'est la période 2010-2011, quand le franc suisse s'est envolé en pleine crise de la dette souveraine au sein de la zone euro. Tout le monde a acheté du franc suisse, parce que tout le monde vendait de l'euro, parce que l'Espagne, parce que l'Italie, jusqu'à un jour où la Suisse en a eu marre de plus réussir à exporter. Derrière, la Banque nationale de Suisse, elle arrive, et elle a décrété que la paire euro CHF ne passerait plus sous le seuil des 1,20. Et depuis, vous voyez que c'est un marché plat.
le CHF. Depuis 2013, en fait, depuis le début de l'année, ça n'a rien fait, c'est tout plat. Donc honnêtement, il y a mieux à faire que la paire GBP CHF. Bah, Bertrand, la hausse de l'euro-dollar sur le plan fondamental, moi je vois surtout que c'est une paire qui corrige depuis 3 ans, qui est passée de 1,60 à 1,30, 1,36. Donc non, moi ça me paraît assez cohérent, depuis 3 ans ça chute. Après voilà, le rebond de l'eurodoll depuis le printemps dernier, c'est tout le thème qui a été joué l'été, qui est toujours joué, de points bas macroéconomiques au sein de la zone euro. On s'est appuyé sur les second et troisième trimestres 2013. Je vais vous montrer sur quoi on s'est appuyé, je vais vous montrer le chart. Hein. Vous allez voir, c'est un peu limite comme argument, mais finalement c'est là-dessus qu'on s'appuie. Alors, hop, je vais vous chercher le graphique. Voilà, donc là je vous remontre ces graphiques pour essayer de justifier pourquoi est-ce que des investisseurs sont revenus à l'achat sur la paire euro-dollar au printemps dernier. C'est ça, c'est ce graphique-là, la croissance économique au sein de la zone euro. Alors là, vous comprenez pourquoi le marché est hyper confiant. On vient de faire 2 trimestres consécutifs de croissance, super. 0,3% au second trimestre 2013, 0,1% au troisième trimestre 2013. Voilà, on a une rupture par rapport aux 6 trimestres précédents, on y croit. Le marché pense que 2014 sera comme 2010. Voilà, on aura ce type de niveau de croissance. Et donc c'est ce qui bien, fait revenir des acheteurs sur l'euro. Et puis à court terme, ce qu'il a aussi soutenu, c'est le décalage entre l'Allemagne et le reste de la zone euro. Mais vous voyez qu'au fond, c'est assez limité, mais le marché se projette toujours vers le futur et il a confiance pour l'instant. Maintenant, il réadapte son positionnement au gré des publications des chiffres économiques. Alors, non, mais visiteur, je suis d'accord que la livre est strong, hein, mais c'est toujours pareil en fait. Tendances haussières, elles sont pas verticales éternellement. Alors peut-être que la livre sterling ira plus haut en 2014, mais moi je pense que la semaine prochaine, elle ira pas plus haut. Qu'on a atteint des résistances sur GBP AUD, GBP NZD, GBP USD, GBP CAD. Voilà, on est vraiment loin des supports sur certaines paires, notamment GBP AUD, GBP NZD, GBP CAD. Les premiers supports daily dignes de ce nom, ils sont 200 ou 300 pips plus bas. Donc voilà, je dis simplement ça, il y a de la place pour consolider. Et quand vous prenez l'indice global, on voit qu'il est dans un haut de canal. Voilà, hein, c'est jamais linéaire hein, le forex. Hein. Euh, la livre sterling, elle a eu des belles semaines. Bah là, ça va être un peu moins bien. Et puis peut-être que derrière, elle repartira. Mais disons que si là la question est est-ce que je peux tout de suite maintenant acheter du GBP USD, du GBP AUD, du GBP NZD, moi je dirais plutôt le contraire que là il faut prendre ses bénéfices. En partie en tout cas. Alors Chris, c'est tout simple. Maintenant que tu as les indicateurs, tu ouvres un chart. En fait, c'est comme un indicateur. Donc tu vas dans un chart, tu cliques sur le bouton indicateur, gérer, et là tu vas le chercher dans tes documents sur ton ordinateur. Donc ça prend la place d'un indicateur, c'est pas un actif. Donc faut pas le chercher ici dans la liste de vos actifs, mais vous passez par le bouton indicateur, gérer, et là ça va chercher sur votre ordinateur l'endroit où vous l'avez enregistré, tout simplement. Et il apparaîtra comme un RSI, un stochastique, ici, sous le graphique des prix. Peut-être Lorenzo, il y a peut-être un petit souci là sur le réseau, je sais pas trop. Alors, écoutez, voilà, je pense qu'on a tout dit. Il y a pas mal de choses sur le site. Je vous rappelle toutes les rubriques qu'on a lancées. Il y a un beau programme de webinaire la semaine prochaine. Concrètement, vous allez voir à 18h, on va vous présenter un certain nombre de choses, justement par rapport à toutes les questions que vous avez posées sur comment intégrer les index devises, comment ajouter à la plateforme la force relative. Adriane vous propose lundi ou mardi prochain, vous le découvrirez dans le programme à 18h, une heure de formation sur justement comment ajouter tous ces nouveaux indicateurs à la plateforme.
Et enfin, bien sûr, bah, comptez sur nous. Donc, émission spéciale en salle de trading mercredi prochain pour la DP. Émission spéciale jeudi, pareil pour la BCE, le PIB US. Et vendredi pour les NFP. La semaine prochaine, c'est la semaine de décembre, la plus chargée sur le plan des catalyseurs économiques. Voilà, bah écoutez, pour ma part c'est bon. Bah merci à tous, j'espère que cette semaine vous a plu. On se retrouve donc lundi au même endroit en salle de trading et puis de manière continue sur Real Time News et le forum. Merci à tous et très bon week-end.